Patrice Béguin, bonjour. Bonjour. Je vous remercie de répondre à notre invitation. Vous êtes finalement un invité exceptionnel dans notre série de la mémoire, puisque jusqu'à aujourd'hui, nous avons surtout interviewé des personnes qui avaient fait partie du personnel de la bibliothèque. Et vous n'avez jamais été personnel de la bibliothèque. Non. Mais en revanche, par votre itinéraire professionnel et personnel, vous avez été amené à plusieurs reprises à croiser la route de la bibliothèque. Donc rapidement, je rappelle que vous avez été directeur régional d'affaires culturelles dans plusieurs régions, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, que dès 1989, vous vous intéressez aux bibliothèques en rédigeant un rapport sur des propositions pour les bibliothèques municipales, nouvelles responsabilités, un nouveau partenariat des collectivités publiques en faveur du patrimoine et de la lecture. On en reparlera peut-être tout à l'heure. En 1991, vous êtes nommé DRAC à Lyon, Oui. pour la région Rhône-Alpes, et pendant 5 ans, donc, vous allez occuper ces fonctions importantes. Vous partez ensuite pour d'autres fonctions au niveau national, vous occupez de la FEMIS, vous êtes aussi conseiller au ministère de la Culture auprès de Mme Tasca, et puis vous revenez en 2001 à Lyon comme élu, adjoint dans l'équipe de Gérard Collomb, et vous êtes nommé adjoint chargé de la culture et du patrimoine. Et donc jusqu'en 2008, vous occupez cette fonction. Et enfin, depuis 2008 et jusqu'en 2014, vous continuez une activité intellectuelle nourrie et vous écrivez, puisque depuis 2008, on parle successivement un dictionnaire historique de Lyon, en collaboration avec Gérard Corneloup et Bruno Benoît. Bruno Thévenon. Et Bruno Thévenon. Et Bruno Benoît, voilà. Et puis plusieurs ouvrages récemment consacrés à la peinture, une histoire de la peinture à Lyon, et tout récemment, en 2014, un ouvrage consacré au peintre Fleury Richard. Voilà donc un très rapide itinéraire. Et la première question que je vous pose, c'est finalement quel a été votre premier contact, je dirais direct, avec la bibliothèque municipale de Lyon? Alors, avec la bibliothèque municipale au sens institutionnel du terme, j'ai eu peu de rapports quand j'étais DRAC. La bibliothèque existait, et au fond, le DRAC s'intéresse surtout au projet de construction de nouvelles bibliothèques, puisque l'État apporte des subventions pour les investissements que les communes réalisent dans ce domaine. Donc je me suis surtout occupé de bibliothèques ailleurs, si je puis dire. Je me souviens par exemple quand j'étais DRAC de l'inauguration de la médiathèque de Chambéry, mais à Lyon même, le seul projet que j'ai eu directement à connaître, c'est le projet de construction de la médiathèque de Vèze, mais qui a été et encore, je ne suis pas sûr d'avoir eu à le connaître comme DRAC. En tout cas, je suis certain de l'avoir connu quand j'étais au cabinet de Catherine Tasca, puisque j'ai accompagné la ministre en 2000, lorsque Raymond Barre et Gérard Collomb, alors maire du 9e, ont inauguré la médiathèque de Vèze. En plus, je n'avais pas à l'époque... parce que je n'avais pas beaucoup de temps de grande activité intellectuelle, donc je n'avais pas tellement l'occasion de fréquenter la bibliothèque de la Part-Dieu pour y faire des recherches. Ça n'était pas à ce moment-là présent à mon horizon. Donc mon premier vrai profond et ensuite régulier contact avec la bibliothèque municipale de Lyon, dans son entité de la Part-Dieu et dans ses entités délocalisées en quelque sorte dans les arrondissements et les quartiers, c'est quand je deviens adjoint à la culture de la ville de Lyon en 2001. Alors justement, avant d'arriver comme adjoint, vous avez quand même, vous le dites là, vous avez vécu à côté de cette bibliothèque, vous avez quand même une idée quand même, parce que la bibliothèque de Lyon déjà à l'époque a une certaine importance dans le paysage documentaire à la fois régional mais même national. Et justement, donc, avant d'arriver comme élu, quelle était un peu l'image que vous avez de cette bibliothèque? Alors, l'image de la bibliothèque, d'abord, j'ai des images d'adolescence. Quand je fréquentais moi-même, j'habitais Roubaix, une partie de ma jeunesse, donc j'ai fréquenté la toute nouvelle bibliothèque municipale de Roubaix, par exemple. J'y allais. Ensuite, quand j'étais étudiant, je me souviens très bien, pendant l'été qui précédait le concours de l'agrégation, j'avais commencé à travailler les textes et j'étais allé travailler à la bibliothèque municipale de Lille. Donc j'avais une certaine fréquentation de bibliothèque, mais je dois dire que je suis
un mauvais usager des bibliothèques parce que j'achète beaucoup de livres. Donc, je n'ai pas souvent l'occasion d'aller dans les bibliothèques et d'emprunter des livres, surtout. C'est autre chose, évidemment, pour tout ce qui concerne les fonds anciens, évidemment. Donc, il y a cette première période de ma jeunesse. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à travailler au ministère de la Culture, à partir des années 1980, il se trouve que c'est un ami qui a été nommé directeur du livre de la lecture, Jean Gattegno, qui est mort il y a maintenant 20 ans, et que j'étais très proche de lui, et donc avec lui, à travers lui, j'ai porté évidemment un regard, comment dire, non plus d'utilisateur, mais de fonctionnaire, de responsable sur les bibliothèques et sur tous les problèmes que posait alors l'équipement de la France en bibliothèque. Quand j'étais DRAC en Franche-Comté, vous vous en souvenez bien, nous avions à gérer le transfert des bibliothèques centrales de prêt au département. Hein. C'était un dossier assez complexe, d'ailleurs, qui m'a accompagné jusqu'en Rhône-Alpes. Je me souviens de négociations difficiles avec le président du Conseil général de la Haute-Savoie, qui n'est pourtant pas le département le plus pauvre de la région Rhône-Alpes, et qui ne voulait absolument pas contribuer à la construction des bâtiments de la bibliothèque départementale de prêt. J'ai suivi ces dossiers et ensuite, en tant que DRAC, j'ai suivi évidemment toute une série de dossiers relatifs aux constructions de bibliothèques municipales. À Toulouse, par exemple, où j'étais DRAC, je me souviens des tergiversations de la municipalité de Toulouse à l'époque, qui disposait d'une très belle bibliothèque ancienne, dans un bâtiment art déco, qui protégeait aussi des monuments historiques, mais qui ne voulait pas ou qui hésitait à passer le pas pour construire une nouvelle grande bibliothèque de prêt. Hein. Bon, je viens d'une réunion assez orageuse avec le secrétaire général de la ville, Jean Gattegno et moi, où la mairie annonçait qu'elle renonçait à ce projet, qui a finalement fini à se réaliser non loin de la gare de Matabio. Donc, les bibliothèques, c'était un combat aussi. Hein. Quand j'étais DRAC, il fallait convaincre les élus dans les grandes villes, c'était pas souvent le plus facile, mais aussi dans les villes moyennes, dans les petites villes, que c'était le premier équipement culturel. Je me souviens d'avoir rencontré des maires de villes moyennes, de quelques dizaines de milliers d'habitants, qui me disaient « Ah, on devrait rénover le théâtre, il faudrait ceci, cela ». Je commençais toujours par leur demander « Dans quel état est votre bibliothèque, monsieur le maire ?» Parce que pour moi, à la fois par conviction personnelle et par fonction, la bibliothèque municipale, c'était le premier équipement culturel parce que c'est l'apprentissage de la rencontre avec le savoir, avec la documentation, avec l'imaginaire et une relation personnelle, individuelle que chaque lecteur peut entretenir en empruntant des livres ou en venant en consulter. Donc j'ai toujours considéré que les bibliothèques, c'était le fondement de la démocratie culturelle. Hein. Et je me suis toujours attaché avec mes collaborateurs dans les DRAC, les conseillers pour le livre et la lecture, à soutenir tous les projets et à les mettre en avant dans ma relation avec les élus. Alors ensuite, il se trouve que Jean Gattegno, dont je parlais, m'a confié une mission, à un moment donné, un rapport, au moment où l'on avançait sur les questions de décentralisation. On avait beaucoup avancé dans le domaine des musées, par exemple, ou dans d'autres domaines. Et en matière de bibliothèque, il y avait une réflexion qui n'avait pas été menée sur les relations entre l'État et les bibliothèques municipales, notamment les bibliothèques municipales anciennes. Les fonds anciens que vous avez à Lyon, vous le savez, sauf erreur de ma part, sont encore aujourd'hui théoriquement propriété de l'État. Je parle des fonds antérieurs à la Révolution, hein, qui ont fait l'objet d'évolutions après la saisie des bibliothèques des couvents, des ordres religieux ou des émigrés. Bon. Or, ça n'a plus aucun sens. Je veux dire, on étonnerait les Lyonnais en disant qu'une partie de ce qu'il y a ici est propriété de l'État. Donc, une idée qu'on avait avancée dans ce rapport avec Gérald Grimbert, qui était le rapporteur de la commission que je présidais, était
qui est une loi qui, comme ça se fait d'ailleurs maintenant pour les musées, transfère la propriété. Alors ça c'est un détail, il n'y avait pas que ça dans notre rapport, mais c'est pour montrer comment l'État n'avait peut-être pas encore pris toute la mesure dans sa réglementation, d'une certaine façon, de l'avancée considérable que les communes avaient accomplie dans le domaine des bibliothèques, à la fois de la gestion de leur patrimoine et de la lecture publique. Car j'ai eu la chance, au fond, en étant DRAC à partir de 1983, de vivre une période extraordinaire pour les bibliothèques. Ça a été une période de développement, de construction. Il y avait des mécanismes d'incitation de l'État, des mécanismes financiers, un accompagnement technique. Et on a pu, dans beaucoup de villes de toutes les régions de France, aider les communes à s'équiper. Et souvent avec des équipements qui étaient des équipements qui en plus faisaient appel à des architectes. Il y a eu de très beaux projets en matière d'architecture dans la plupart des grandes villes de France pour les bibliothèques. Donc cette période 80, 2000, des années 80, 90, 2000 a été une période, je crois, de développement. On a quand même maintenant dans la plupart des villes de France, des équipements de lecture publique ou de conservation des fonds anciens, là où il y en a, qui sont tout à fait remarquables. Vous arrivez donc 2001, vous êtes élu. Oui. Et Gérard Collomb vous confie la responsabilité de la culture et du patrimoine. Quelles sont vos ambitions pour la bibliothèque Elles étaient grandes. Je me souviens d'une réunion que j'ai tenue dans cette maison avec l'ensemble des conservateurs qui avaient été réunis à l'initiative de Patrick Bazin et puis des directeurs des bibliothèques centralisées. Alors, en arrivant à Lyon, je trouve un schéma évidemment particulier puisqu'il y a le vaisseau amiral de la bibliothèque de la Part-Dieu, et puis il y a des bibliothèques dans un certain nombre d'arrondissements et de quartiers. Il y avait un schéma directeur qui avait été élaboré quelques années auparavant. C'est une situation que je ne connaissais pas tellement. Je connaissais finalement des villes où il y avait un équipement central, unique, peut-être ici ou là quelques petits équipements de quartier, mais pas ce réseau qui était en cours d'élaboration à Lyon. Donc, notre ambition avec Gérard Collomb était de poursuivre cet équipement avec, au fond, deux problèmes. Le problème de cette maison, qui était une maison un peu vieillissante dans ses structures, pas dans son personnel, qui est jeune, dynamique et actif, mais un bâtiment qui a quelques décennies. Et là, vous parlez de la bibliothèque de la Part-Dieu. On parle de la Part-Dieu, voilà, bien sûr. Le navire central. Voilà, la bibliothèque centrale. Et donc, il y avait la perspective de travaux importants à mener, qui n'étaient pas très gratifiants, parce que c'était des travaux qui auraient apporté des améliorations techniques, qui auraient évité des dégradations, mais qui n'étaient pas, pour des élus qui sont toujours à la recherche d'équipements nouveaux à inaugurer, gratifiants. Alors, il a fallu, dans les crédits que nous avons inscrits au plan de mandat 2001-2008, faire un équilibre entre les sommes que nous consacrerions à la bibliothèque centrale, à la bibliothèque de la Part-Dieu, et puis les sommes que nous consacrerions à la construction de nouvelles bibliothèques. C'était un choix à faire. Moi, j'ai toujours plaidé pour que l'on n'oublie pas cette maison-ci, la bibliothèque de la Part-Dieu, parce que c'était bien et tout à fait nécessaire pour la population de construire ailleurs, mais il fallait aussi que ce bâtiment ne continue pas à se dégrader. Alors, c'est pour cela qu'indépendamment d'un certain nombre de travaux qui, je pense, sont toujours en cours, enfin je l'espère, pour conforter ce bâtiment-ci, on a fait une tranche de travaux importante qui a été, elle, très bien perçue, je crois, qui était de renverser un peu la visibilité de la bibliothèque, dont l'accès se trouvait au fond à l'intérieur du quartier de la Part-Dieu, facile à trouver pour les gens qui connaissaient, mais qui faisait que la plupart des gens, notamment tous ceux qui arrivent de la gare, tous ceux qui circulent sur le boulevard Vivier-Merle, voyaient un bâtiment fermé sur lui-même. Donc l'idée d'ouvrir une nouvelle entrée, c'était pas
c'était pas seulement un gadget, hein, ça a permis aussi de doter la bibliothèque d'une salle d'exposition intéressante et puis de lui donner une visibilité là où se trouvait le maximum des gens qui fréquentent ce quartier de la Part-Dieu. Il y a une chose que je regrette, et peut-être n'ai-je pas suivi suffisamment le dossier, c'est que dans mon intention initiale, j'aurais aimé que l'auditorium, enfin la salle de conférence, se trouve dans cette partie-là. Hein. Je trouve que la bibliothèque n'a toujours pas la salle de conférence qu'elle mérite d'avoir. Quand on y séjourne pour des colloques ou des rencontres pendant plusieurs heures, c'est tout à fait oppressant. C'est pas digne de la bibliothèque municipale de Lyon. Je le dis comme je le pense. Hein. Je pense qu'il aurait fallu l'intégrer dans cette tranche de travaux. Alors, parallèlement aux travaux faits pour la bibliothèque de la Part-Dieu, nous avons engagé des projets. D'abord, nous avons eu à inaugurer, une première inauguration que j'ai faite avec Gérard Collomb, une bibliothèque qui avait été lancée par la municipalité de Raymond-Barre, qui était dans le 2e arrondissement. Hein. C'est rue de Condé, rue d'Anguien. Ouais. Rue de Condé, rue d'Anguien. Ouais, rue d'Anguien. Ouais. Voilà, donc nous l'avons inauguré, c'est pas nous qui avions lancé ce projet, mais c'était très bien inauguré. Puis nous avons eu à réfléchir aux quartiers prioritaires. Hein. La médiathèque de Vesse était déjà faite, un bel équipement. Et donc nous avons dû arbitrer forcément hein, dans les choix que nous faisions. Je me souviens donc que nous avons inauguré une nouvelle bibliothèque dans le 5e arrondissement, vers le Point du Jour, hein, par rapport à la seule bibliothèque qu'il y avait alors, qui est celle historique du Palais Saint-Jean. Hein, qui est la première bibliothèque municipale de Lyon. Nous avons lancé un projet à la Duchère qui a été inauguré après mon départ, donc après 2008. Et nous avons aussi inauguré une bibliothèque dans le 7e arrondissement, près de la place Jean Massé. Hein. Voilà, et la bibliothèque surtout du 8e arrondissement. Hein, qui est un très bel équipement, un très beau souvenir, en face de l'actuelle maison de la danse, dans un arrondissement qui était totalement dépourvu d'équipements en matière d'électricité publique. Donc finalement, c'est une politique très volontariste que nous avons menée, puisque nous avons inauguré 3 équipements, dont un équipement important dans le 8e arrondissement, et nous avons lancé le projet de la Duchère. Je me réjouis de voir d'ailleurs que d'autres projets sont en cours dans le 3e arrondissement, notamment. Oui, dans le 7e aussi à Gerland. Dans le 7e aussi à Gerland. Et le 6e qui doit être également rénové. Et puis dans le 6e, c'est un des projets que je soutenais dans le 6e arrondissement, parce que j'avais visité la bibliothèque qui se trouvait dans la mairie ou pas loin. J'avais trouvé que c'était indigne. Bon, ça n'a pas été retenu dans les travaux que nous avons faits entre 2001 et 2008. Je le regrette, mais ça vient maintenant. Puis sous le même mandat, depuis le 1-2008 aussi, la bibliothèque de la Croix-Rousse, dans le 4e, a été aussi agrandie. J'oubliais. Alors c'est plus, autant que je me souviens, un agrandissement, une rénovation. Ouais, un agrandissement. Oui, en face du Monoprix. Oui, je me souviens très bien. Donc ça fait quand même un bilan intéressant. Donc vous avez parlé de l'aspect effectivement extension du réseau, hein, et puis en soulignant effectivement que du coup la bibliothèque de la Part-Dieu, en dehors de la nouvelle entrée, qui a effectivement été bénéfique, hein, qui a permis d'ouvrir le bâtiment sur la face ouverte quand même hein, de circulation de la ville. Sur d'autres points, il y a d'autres points importants hein, qui sont passés pendant cette période-là. J'ai des regrets. J'ai 2 regrets, Pierre Guinard. J'ai le regret qu'une idée que j'avais eue fait un peu un flop entre 2001 et 2008. J'aurais aimé que la bibliothèque du 1er arrondissement, celle qui se trouve dans le bâtiment de la Condition des Soies, le bâtiment étant partiellement occupé par d'autres activités, un centre social, je crois, et j'avais convaincu Nathalie Perrin-Gilbert, maire du 1er arrondissement à l'époque, et qui l'est toujours, d'essayer de reloger le centre social et de transformer ce bâtiment de la Condition des Soies en une bibliothèque municipale un peu particulière, qui aurait été une bibliothèque municipale ouverte avec une amplitude horaire plus importante, notamment le soir, hein,
Elle aurait pu ouvrir, par exemple, à midi et fermer, je ne dis pas à minuit, minuit, mais enfin, ouvrir à 12 heures ou à 10 heures et fermer à 22 heures pour toute la population étudiante. Et elle aurait pu accueillir notamment la presse, des box de consultation de vidéos, d'audition de disques, être une bibliothèque, petite BPI si vous voulez. Je pense que ça manque toujours à Lyon, une bibliothèque qui soit ouverte aux heures où les gens ne travaillent pas. Alors, mon deuxième regret, et je le dis comme je le pense, c'est que nous n'ayons pas mis à profit l'effort considérable que nous avons fait et qui a été continué par la suite en matière d'investissement dans le domaine des bibliothèques pour remettre à plat l'organisation des bibliothèques avec les syndicats et le personnel. Je pense que l'effort que la ville conduisait aurait mérité qu'on discute avec tout le monde, qu'on prenne le temps de la négociation, pour réfléchir sur les questions d'amplitude d'ouverture, les questions des jours d'ouverture, des périodes d'ouverture. Je pense que c'est une occasion qui a été manquée, en partie pour une raison qui tient à l'organisation même de la gestion des villes. C'est que ce n'est pas l'adjoint à la culture qui gère le personnel des bibliothèques, des musées, des théâtres. Pas plus que ce n'est l'adjoint aux écoles qui gère le personnel. C'est la direction du personnel de la ville. Et je pense que ce n'est pas très bien, finalement, parce que l'adjoint en charge du personnel, eh bien, lui, il a comme interlocuteur permanent les syndicats, il discute avec eux, et bon, pas toujours facile, bon, et il n'a pas nécessairement la perspective stratégique, en quelque sorte, que l'adjoint qui a en responsabilité politique le secteur peut avoir. Donc je pense qu'on a manqué un peu une occasion, là, en mettant sur la table les efforts que nous faisions, en voyant comment on pouvait organiser autrement l'accueil du public dans les bibliothèques. Ça, je le regrette beaucoup, parce que je crois qu'il faudra un jour, pour que le service rendu réponde à l'investissement fait en termes, alors cette fois, de crédit d'investissement et en termes de crédit de fonctionnement. C'est un budget considérable, le budget de fonctionnement d'une bibliothèque en personnel, en moyens techniques, etc. Il faudra un jour que tout cet effort fait réponde aussi aux attentes du public, aux attentes de la population. C'est important. Et la troisième remarque que je voudrais faire, toujours des regrets, c'est qu'au fond, on est si peu avancé, alors que certains éléments étaient déjà sur la table dans la période 2001-2008, en matière de gestion intercommunale du réseau des bibliothèques. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut que le Grand Lyon aujourd'hui, la métropole demain, prenne davantage de compétences culturelles. Et il me semble qu'il y avait deux domaines, on en a pris quelques-unes, dans l'événementiel, les biennales, les journées du patrimoine, mais c'est mince quand même. Et je pense que dans le domaine des bibliothèques, on avait là quelque chose qui était possible. D'organiser un réseau métropolitain, je parle métropole puisque 1er janvier 2015, nous serons dans une métropole, un réseau métropolitain de bibliothèques, avec, au fond, une qualité de service accrue, puisqu'il y aurait toujours eu une médiathèque à Villeurbanne, une médiathèque à Vénissieux, une médiathèque à Oullins, le problème n'est pas là. Mais avec une possibilité, si tout cela était intégré dans le même réseau, pour les lecteurs, d'emprunter un livre à Oullins, de le rendre à la Croix-Rousse, d'emprunter un livre à la Pardieu, de le rendre à Vénissieux, etc. En plus, peut-être avec des économies d'échelle en matière d'achat de certains ouvrages un peu rares, ou en matière d'abonnement à certaines revues un peu rares, etc. Bon, ça n'a pas été possible parce que un certain nombre de maires de villes du Grand Lyon, de la métropole demain, sont toujours très réticents à toute gestion intercommunale de leurs équipements culturels, notamment des bibliothèques. Or, je crois qu'il faudra un jour y venir, parce que ce sera un plus
pour les lecteurs, pour le public, pour la population de la métropole, et parce que ça peut aussi à terme être générateur d'économies d'échelle. Donc voilà un peu la réflexion qu'a posteriori aussi j'ai sur cette période. Alors, dans cette période, pour les bibliothèques, il y a aussi une évolution importante qui se fait, et notamment à Lyon, une insistance qui est faite sur les contenus, pas simplement les collections des documents qui sont achetés toujours par la bibliothèque, mais aussi sur la valorisation des contenus, qu'ils proviennent de ces documents eux-mêmes ou qu'ils soient fournis par des ressources extérieures. Et dans ce domaine, vous avez accompagné, alors notamment, je crois que c'est 2004 ou 2005, je ne sais jamais, la création du Quai du Savoir. Tout à fait. Je pense que la bibliothèque municipale de Lyon, c'est un des mérites de son équipe et du directeur de l'époque, Patrick Bazin, a été assez précurseur en matière de gestion à distance de la documentation par l'intermédiaire du site internet de la bibliothèque. Je pense que c'est tout à fait important, parce que, au fond, dans une bibliothèque, aujourd'hui, en 2014, il y a deux choses. Il y a un lieu, et moi je me réjouis aussi que les lieux soient toujours très fréquentés, parce que ce sont des lieux intergénérationnels, ce sont des lieux de brassage de population. C'est le lieu culturel le plus démocratique, la bibliothèque. Je parle de lieux publics, je ne parle pas des lieux privés comme le cinéma, etc., ou les salles de concert. Mais c'est le lieu public le plus démocratique et qui voit les populations les plus différentes se rencontrer. Les jeunes, les vieux, les riches, les moins riches, etc. Bon. Donc tout ça est très, très positif. Il faut le maintenir. L'identité physique de la bibliothèque, l'emprunt d'un livre, la consultation des livres dans les salles de lecture, la consultation de la presse, tout ça, c'est important. C'est des lieux où les gens se retrouvent aussi. Même s'ils ne se parlent pas, ils sont ensemble dans la même salle. Bon. Donc ça est important. Mais évidemment, en 2014, c'est ici il y a un potentiel ici absolument considérable. Alors ce potentiel, il est mis à contribution à travers l'initiative tout à fait intelligente des guichets du savoir. D'ailleurs, quand on fait quelquefois des recherches sur Internet, sur un problème, on va tomber sur le site des bibliothèques parce que la question a été posée dans le cadre des guichets du savoir. Et ça m'est arrivé d'ailleurs toi-même non pas de poser de questions, mais d'utiliser des réponses qui avaient été faites à des questions posées. Donc ça, c'est tout à fait important. La dématérialisation du potentiel des bibliothèques est tout à fait essentielle. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai vigoureusement soutenu le projet de partenariat avec Google, qui n'était pas évident à l'époque. Nous étions dans un schéma idéologique, celui imposé par la Bibliothèque nationale de France, qui est par son président de l'époque, Jean-Noël Jeannet, qui était il faut créer au niveau des grandes bibliothèques nationales européennes une bibliothèque numérique, mais qui sera financée par les États et par l'Union européenne. Google, c'était le grand Satan. À l'époque, pour la BNF. Et donc, nous, quand, avec Patrick Bazin et toute l'équipe de la bibliothèque, nous avons lancé l'idée d'un appel d'offres pour numériser nos fonds anciens, bien entendu, rien de ce qui se trouvait dans le domaine public, uniquement les fonds anciens et les fonds hors du domaine public. Ça n'a pas été évident, et je peux vous dire que ça n'a pas été évident au sein même de la majorité municipale, parce que Google, je le dis bien, c'était le grand Satan, c'était, qu'est-ce que je n'ai pas entendu, l'impérialisme américain, ils nous prennent nos livres, et ils en font du commerce, etc., etc., etc. Comme si, quand finalement Google a eu remporté l'appel d'offres sur la base d'un appel d'offres extrêmement contraignant, comme s'il n'avait pas lu le contrat passé, qui était un contrat extrêmement contraignant, puisque nous avions imposé le mode de numérisation, qui était, autant que je me souvienne, un mode manuel et non image. Je me souviens d'élus au conseil municipal qui disaient « mais enfin, faites-le faire en mode image, etc. » Non, nous avions dit « c'est des volumes anciens, on va le faire en mode manuel. » Nous avions imposé, évidemment, la rétrocession des fichiers numérisés, etc.
Mais c'était idéologiquement une bataille difficile. Hein. Bon, je me réjouis de voir que la Bibliothèque nationale de France, maintenant, est revenue à une autre conception. Alors, je n'ai pas suivi l'évolution du projet, mais je vois souvent, quand je consulte, quand je fais des recherches, Google Books, je vois des livres qui manifestement viennent de la numérisation de la bibliothèque municipale. En plus, je me souviens très bien que c'était, j'espère que c'est toujours le cas, les conservateurs eux-mêmes qui proposaient les volumes qui allaient être numérisés. Donc, penser que depuis Sacramento ou depuis Singapour, finalement, quand on cherche un ouvrage, on va tomber sur un ouvrage de la bibliothèque municipale de Lyon, c'est important. Et il y avait un dernier point auquel j'étais particulièrement sensible. On nous disait, oui, mais finalement, est-ce qu'il faut qu'il y ait des bibliothèques françaises là-dedans? Il y a déjà des bibliothèques anglo-saxonnes, etc. J'ai dit oui, parce qu'il faut un regard du bibliothécaire français et de fonds français. Sinon, on va avoir, certes, des ouvrages français numérisés en langue française, numérisés sur Google, des ouvrages anciens, mais ce sera le choix d'un bibliothécaire d'Oxford ou d'un bibliothécaire de Washington. Il faut que ce soit le choix des bibliothécaires de Lyon aussi. Hein. Donc ça, c'est une aventure qui a été difficile. Hein. J'ai eu le soutien entier de Gérard Collomb dans cette affaire. Hein. Et moi, je pense que nous avons été à Lyon précurseurs. Donc c'est un peu le paradoxe de cette bibliothèque. Elle a une histoire que je connais bien maintenant, ancienne, qui remonte évidemment très loin, au moins jusqu'à la bibliothèque des Jésuites, et puis derrière toutes les bibliothèques des couvents qui ont été nationalisées au moment de la Révolution, et en même temps c'est une bibliothèque totalement du XXIe siècle. Hein. Alors, sous votre mandat aussi, une création importante et qui aujourd'hui, je crois, en France reste unique, c'est la création d'un centre de ressources documentaires, à l'époque dénommé Gays et Lesbiennes, qui oui. aujourd'hui s'appelle maintenant le Centre sur le genre, et dans lequel je crois que vous avez joué un petit rôle. Oui, si vous voulez, bon, le point de départ, c'était l'activisme militant de Michel Somara, hein, qui a constitué un fonds documentaire exceptionnel sur les études gays et lesbiennes, ou transgenres, comme vous voulez, pour n'oublier personne, et qu'il a mis en dépôt à la bibliothèque. Mais il y avait un problème qui était d'aller un peu au-delà de cet accord qui existait entre la bibliothèque et Michel Somara et de donner une visibilité à ce fonds. Hein. C'était pas évident. Non pas tellement par rapport... Bon, certains esprits pouvaient estimer qu'on en faisait trop. Bon, évidemment, aujourd'hui, sans doute, la création de ce fonds, dans le contexte qui a été celui de la loi sur le mariage pour tous, aurait suscité peut-être d'autres débats. Donc il y avait cet aspect-là des choses, mais ce n'était pas l'essentiel. Y compris chez des gens qui n'étaient pas suspects d'homophobie, il y avait aussi une crainte que nous communautarisions l'approche de la bibliothèque. Hein. Pourquoi pas demain un fond noir, un fond, je ne sais pas, enfin, vous voyez, imaginez tous les problèmes. Or je pense que c'était une fausse crainte, hein, et que la création de ce fonds donnait, de ce centre de ressources plutôt, donnait une visibilité à un fonds existant, hein, et permettait aussi une approche totalement décomplexée, totalement simple, au fond, des questions qui sont liées à l'homosexualité et à la question du genre, tout simplement. Hein. Donc, avec Michel Somara, nous avons convaincu le maire d'aller dans ce sens. Un argument un peu malin aussi que nous avons utilisé, c'est que Paris n'y arrivait pas. Et je pense que pour le maire de Lyon, quel qu'il soit, au fond, quand on lui dit, tu vois, Paris a eu cette idée, mais Paris n'y arrive pas, on va le faire. On l'a fait, et je trouve que c'est une bonne idée. Après, on a changé l'intitulé du fonds, on l'a appelé Point G, mais pourquoi pas. Hein. Et je pense que c'est le rôle aussi des bibliothèques de donner voix, si je puis dire, à toutes les voix.
hein, sans recherche communautaire. Moi, ça ne me gênerait pas que demain, la bibliothèque de Lyon ou une autre bibliothèque crée un fonds relatif à la présence des Noirs dans la littérature, dans la documentation, ou tel autre fonds, un fonds féministe. Pourquoi pas? C'est pas de la communautarisation, ça reste en plus dans le sein de la bibliothèque publique, hein, qui est un équipement qui est à la fois un et divers. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de la diversité, de ce que j'appelle la multiplicité des voix, des identités, à condition que ce ne soit pas l'objet d'un refermement, mais au contraire d'une ouverture. Ça peut permettre à tout un chacun, qu'il soit ou non personnellement concerné par la question gay et lesbienne ou la question transgenre, de s'intéresser aux documents, à tout ce qui existe. Puis on avait surtout ce fonds extraordinaire qu'il fallait mettre en valeur. Hein. Alors, autre aspect qui vous a toujours intéressé, c'est l'aspect patrimonial. Vous avez écrit en 1998 un livre de réflexion sur le patrimoine. Et vous l'avez dit tout à l'heure, la Bibliothèque de Lyon dispose d'une collection patrimoniale assez extraordinaire au niveau français. Comment, justement, avez-vous agi pendant votre mandat sur cet aspect-là? Bien, j'ai agi en soutenant et parfois même en proposant des acquisitions importantes dans le domaine du patrimoine. Hein. Je pense que dans les bibliothèques comme dans les musées, comme dans les archives, j'ai été très attentif à toute la politique d'acquisition des établissements. J'avais mis au point un système qui au début a fait grincer quelques dents. Je me souviens que Patrick Bazin était un peu réservé, puisque la ville avait un montant de crédit d'acquisition dans le domaine du patrimoine, et avant que je n'exerce mes fonctions, il était, si je me souviens bien, en début d'année, réparti entre les musées, les bibliothèques, les archives. Bon. J'ai dit, c'est pas un bon système, parce que finalement, ça parcellise ce fonds, qui est toujours insuffisant par définition, hein, d'acquisition, et il vaut peut-être mieux, au fond, qu'on donne en début d'année petite somme à chaque institution pour ses acquisitions ordinaires, courantes, si je puis dire. Je ne parle pas des acquisitions régulières d'enrichissement du fonds de lecture publique, des abonnements, etc. Je parle du fonds ancien. Donc on donne un petit crédit, de l'argent de poche, si vous voulez, et que la direction des affaires culturelles de la ville garde une somme relativement importante pour faire face à des opportunités. Alors ça veut dire qu'une année, on pourra peut-être davantage aider un projet de la bibliothèque municipale ou du musée d'art contemporain. Une autre année, on aidera davantage, à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros, un projet du musée des beaux-arts et des archives municipales, etc. Et donc le système a bien fonctionné, et je ne pense pas que la bibliothèque municipale ait eu à en souffrir, puisqu'on a pu acquérir, autant que je me souvienne, un fonds important de psautiers, hein, du ancien, notamment du XVIe siècle, hein, un collectionneur genevois, si oui, je me souviens. M. Cando. Hein, Cando, M. voilà, Cando. M. Cando. On a pu acquérir un nombre important d'ouvrages. Je me souviens d'y être allé moi-même avec votre collègue Dr Montrosier à la vente de la bibliothèque gastronomique de Jean-Paul Lacombe. Hein, paradoxalement, la bibliothèque de Lyon était assez pauvre en ouvrages de gastronomie, donc on a pu faire cette acquisition. On a pu acquérir ce fonds du magasin d'édition musicale, hein, Orgeret. Voilà, hein, qui fermait et qui avait 100 ans de mémoire d'édition musicale à Lyon. Et sans doute d'autres opportunités qu'on a eues d'acheter ponctuellement un ouvrage ancien du XVIe siècle, une impression lyonnaise ou autre. Donc je pense que l'enrichissement des fonds est tout à fait important. Alors, c'est pas toujours bien perçu, il faut le dire. C'est sans doute les dossiers d'acquisition, que ce soit pour les bibliothèques, les archives, où aussi on a beaucoup acheté, et les musées, c'est pas toujours facile, hein, parce que on nous dit mais il y en a déjà tant. Hein, c'est un peu la réponse lambda de l'élu de base, si je puis dire. Hein. Ils ne peuvent pas tout montrer, ça c'est pour les musées. Les bibliothèques, ils sont déjà débordés par leur rayonnage, etc. Bon, non, je pense que c'est un faux raisonnement. Je crois qu'il faut acquérir. Il y a des opportunités qui ne se retrouvent pas. Il y a des ensembles à constituer. Et je suis un partisan inconditionnel
des acquisitions par les institutions publiques. Il y a toujours des choses à faire. Alors, dans le domaine des bibliothèques, c'est vrai qu'il y a une petite difficulté, c'est qu'autant pour les musées, on le voit avec la politique menée par Sylvie Ramond au Musée des Beaux-Arts, on arrive à trouver facilement des mécènes pour des acquisitions, hein, parce que c'est assez spectaculaire. Vous achetez un tableau de Poussin, hein, vous trouvez 10 ou 12 millions de mécénats sans problème. Bon, si vous vouliez acheter des manuscrits rares, c'est un peu plus difficile. Mais enfin, je continue de temps en temps. Je dois le dire, il m'arrive de signaler à mon successeur ou à ses collaborateurs qui a, comme je surveille les ventes ici ou là, qui a telle vente qui peut intéresser les archives ou telle vente qui peut intéresser la bibliothèque. Bon. Par exemple, vous avez pu acheter une partie importante de la vente du fonds Édouard Herriot qui a eu il y a quelques années. Bon, j'avais signalé cette opportunité. Qui ont été réparties entre les archives municipales et la bibliothèque. Très bien. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec la bibliothèque municipale, maintenant que vous avez quitté vos fonctions municipales? Les rapports sont des rapports de consommateurs, c'est-à-dire d'utilisateurs, hein, puisque dès avant même la fin de mes fonctions, comme j'avais entrepris, puisqu'il a paru en 2009 le dictionnaire historique de Lyon, vous imaginez bien que je n'ai pas commencé à y travailler avec mes amis que vous avez cités tout à l'heure, je n'ai pas commencé à y travailler qu'en 2008, donc dès avant 2008, j'ai commencé à prendre le chemin de la salle du Fonds ancien, où nous sommes, un peu aussi de la salle du Fonds régional, mais surtout du Fonds ancien, pour travailler sur les notices que j'avais à faire dans le dictionnaire historique de Lyon. Donc là, j'ai retrouvé mes habitudes d'étudiant, hein, c'était très bien. Et j'ai continué à le faire. Je dois le dire, c'est pas parce que je suis ici et que je vous parle à vous. J'ai trouvé de la part du personnel, notamment du Fonds ancien, un accueil tout à fait extraordinaire, et je ne pense pas que c'est parce que c'était moi, je pense qu'ils accueillent tout le monde de la même façon. Bon, c'est vraiment, il y a une disponibilité, une rapidité dans la fourniture des documents demandés qui fait vraiment honneur à la bibliothèque municipale et au personnel du Fonds ancien. Maintenant, j'utilise aussi, comme je vis à la campagne le plus souvent, j'utilise aussi le site de la bibliothèque, et notamment pour la presse, hein, parce que je trouve que la numérisation des journaux, indépendamment du fait que c'est un support extrêmement fragile, le journal, vous savez mieux que moi, est tout à fait essentiel. Vous parliez tout à l'heure de la monographie que j'ai publiée cette année avec Gérard Bruyère sur Fleury Richard, qui est un des grands peintres romantiques lyonnais. Bon, j'ai utilisé Gallica pour la presse nationale, pour la critique des salons à l'époque, et j'ai utilisé aussi la presse locale, la presse de l'Empire, de la Restauration, pour tout ce qui concernait les échos relatifs à Fleury Richard, à son œuvre et à ses activités à l'École des Beaux-Arts. Ça c'est tout à fait utile. D'ailleurs, il y a un regret que j'ai, je l'exprime, c'est que je ne comprends pas pourquoi le progrès n'est pas numérisé. Alors, c'est peut-être un sujet tabou, je me suis adressé à une personne qui travaille au progrès qui m'a dit qu'il y avait beaucoup de retard, qu'il n'était numérisé que jusqu'en 2008. Attendez, jusqu'en 2008, de 2014 à 2008. Hein. Donc vraiment, là, c'est vraiment un grand regret. J'imagine que c'est parce que le progrès ne vous a pas donné le droit de numériser sa collection. Alors, il faut venir ici, consulter sur les microfilms. C'est pas digne de 2014. Hein. Alors que tous les grands quotidiens nationaux sont numérisés par la Bibliothèque nationale de France sur le site Gallica. Vous trouvez toute la presse. Bon. C'est vraiment... Voilà. Alors, vous savez, mais je crois que c'était avant votre mandat que le journal Le Progrès avait déposé effectivement sa collection, hein, et qu'effectivement c'est un de nos projets, hein, parce que c'est évidemment pour le Lyonnais, le Progrès, créé en 1859, est une source irremplaçable. Simplement, elle est irremplaçable, mais elle est aussi colossale en termes de volume, hein, puisque nous avons l'ensemble des éditions locales. Hein, ah oui, en plus. Voilà. Et donc, ça occupe pratiquement deux tiers d'un étage de notre silo. Et donc, tout simplement, ça coûte très cher. Hein. Oui, donc, parce que l'accord du Progrès, je pense, finirait par être donné, je pense, hein, surtout actuellement. Mais ça reste quand même quelque chose qui reste très coûteux. Et
la numérisation de la presse n'a pas été prévue dans le projet avec Google, et donc c'est vraiment des projets très lourds. Hein. Alors que nous menons, et que nous avons terminé la numérisation par exemple du Courrier de Lyon ou du Salut public, hein, qui sont aussi deux grands titres de la presse lyonnaise. Hein. Ou bien, comment s'appelle ce journal qui est intéressant pour tout ce qui touche, là je suis en train d'écrire un peu sur la question du patrimoine en ce moment, le constructeur, la construction publique. C'est un ouvrage tout à fait intéressant, la construction lyonnaise. Hein. Donc la numérisation de la presse, c'est quelque chose de très important. Je vois en matière de critique d'art, pour la critique des salons, hein, les salons qui sont pendant tout le 19e siècle le lieu central de la vie artistique. Évidemment, c'est le salon de Paris essentiellement, mais il y a aussi à partir des années 1830 un salon à Lyon. Ce sont des outils essentiels et que souvent les chercheurs n'ont pas utilisé avant parce que vous n'alliez pas dépouiller toute la presse. Pensez que sous la Révolution, il y a quelquefois des journaux qui, et même sous l'Empire, qui avaient une politique particulièrement répressive par rapport à la presse, vous avez des journaux qui durent simplement 6 mois, 18 mois, etc. Donc vous ne pouvez pas tout dépouiller. Alors il y avait à la Bibliothèque nationale, au Louvre ou à la BNF, il y a un recueil qui s'appelle le recueil de Loine, d'un érudit qui a collecté justement dans la presse de l'Empire, de la Restauration, enfin, etc., tout ce qui concernait la critique des salons, mais ce recueil, d'ailleurs la BNF vient d'entreprendre de le numériser, mais il n'est pas complet d'abord, et à l'époque il n'était pas du tout numérisé, quoi. Or c'est très important quand on écrit, c'est un peu plus le chercheur qui parle, quand on écrit sur des artistes, sur de la peinture, de la sculpture, d'avoir cette réaction du salon. On ne se rend pas compte. Fleury Richard, dont je parlais à l'instant, on ne se rend compte vraiment de l'importance qu'il a eue comme peintre sous l'Empire en particulier et dans la première partie de la Restauration, puisqu'il arrête d'exposer en 1824, on ne s'en rend vraiment compte qu'à travers les comptes rendus des salons à Paris. Pour terminer, peut-être, une question très large, comment voyez-vous l'avenir des bibliothèques en général et en particulier celle de la Bibliothèque municipale de Lyon? Écoutez, je suis confiant de l'avenir des bibliothèques. Il faudra résister aux sirènes qui nous diront demain, oh mais la consultation manuelle du livre, c'est dépassé, tout cela sera numérisé, etc. Je crois d'abord que même si demain tous vos fonds anciens sont numérisés, il faut conserver des exemplaires physiques des livres. Les fichiers, c'est fragile. Bon, le cloud, bon, je ne sais pas ce que ça deviendra. Vous savez, j'ai toujours été marqué par une réflexion du photographe Jean Dieuze. Il y avait eu une belle exposition d'ailleurs. J'ai connu Jean Dieuze quand j'étais à Toulouse comme Drac. Et puis, après sa mort, il y a eu cette belle exposition qui a eu lieu ici. Et Jean Dieuze m'avait dit, c'est un adepte du noir et blanc, il m'avait dit, je ne fais pas de photos de couleur parce que dans 20 ans, dans 30 ans, toutes les photos couleurs auront disparu. Hein, les couleurs se sont effacées. Donc soyons prudents en matière technologique, je veux dire, conservons la matérialité des collections de journaux, des ouvrages anciens. Donc il y a cet aspect pour les fonds anciens qui est tout à fait essentiel. Hein. Et puis un livre, c'est aussi un objet qui dit beaucoup de choses en tant qu'objet, un livre ancien. Hein. Ce n'est pas seulement un texte. Hein. Et ça, la numérisation n'en rend pas compte. Elle ne vous rend pas compte. Elle peut avoir numérisé les pages de reliure, les pages de garde, toutes les pages de texte, d'illustration, etc. Tant qu'on n'a pas le rapport direct avec un objet, on ne sait pas exactement ce que c'est qu'un livre. Ça c'est pour les fonds anciens. Deuxièmement, comme je le disais tout à l'heure, les bibliothèques sont des lieux de sociabilité. Hein. Je veux dire, dans une société où une grande tendance au repli sur soi, justement, grâce à tous les moyens d'aujourd'hui, la télévision, l'ordinateur, etc., où il y a une espèce de consommation solitaire de la culture, qui est tout à fait
tout à fait, non seulement légitime, mais tout à fait positive, ça va de soi, il est important qu'il y ait des lieux de sociabilité, de rencontre, d'où d'ailleurs le défi à relever, mais qu'elles ont commencé à largement relever par les bibliothèques, d'être aussi des lieux d'initiative, d'animation, à travers des expositions, des conférences, des colloques, l'accueil de certaines initiatives qui viendraient de l'extérieur aussi, peut-être. C'est quelque chose qui doit être développé, des propositions d'associations, d'organiser des manifestations sur les thèmes. Donc cette vie citoyenne, au fond, qu'incarne la bibliothèque dans le domaine culturel est, je pense, tout à fait essentiel. Hein. Et ça s'incarne dans des lieux, dans des bâtiments où les gens se retrouvent. Hein. Donc je suis optimiste et je vois d'ailleurs que partout en France, et à Lyon en particulier, évidemment, on continue à construire de nouveaux équipements. Si on les construit, c'est que ça répond à une demande de la population. Hein. Non, voilà, donc il faut résister aux sirènes et montrer en quel point, à quelle mesure, en 2014, en 2020, en 2030, les bibliothèques sont aujourd'hui toujours pleinement légitimes, hein, dans leur fonction citoyenne et culturelle. Donc en particulier pour Lyon, à quelle bibliothèque idéale rêveriez-vous? C'est-à-dire? Ah, ben je ne sais pas là. Si vous étiez élu avec des pouvoirs, non pas magiques, mais des pouvoirs financiers considérables, vous avez 10 ans devant vous pour mettre en place une bibliothèque. Je mettrais en place. Que feriez-vous? Une ou deux bibliothèques, plutôt dans le centre-ville, forcément, ouvertes 7 jours sur 7, de midi à minuit, qui soient des bibliothèques. Alors, il faudrait peut-être un peu de personnel d'accueil, hein, bon, pour éviter tout problème, mais qui soient des bibliothèques où l'on trouverait toute la presse, hein, la presse française, la presse internationale, où l'on aurait quelques dizaines de box pour regarder des DVD, écouter des disques, regarder des bases de données d'images. Je crois que notamment les jeunes, et puis je regarde vraiment que les bibliothèques, je ne vais pas dire ferment la nuit, il faut un moment où il faut s'arrêter de fermer, mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait quelques lieux qui soient ouverts comme ça en matière d'accès à la documentation de façon beaucoup plus ample. Je pense aussi qu'il faudrait avoir un système d'emprunt et de retour de livres qui fonctionne tout le temps. Aujourd'hui, vous pouvez acheter dans des distributeurs, magasins, pardonnez-moi cette comparaison désobligeante pour les bibliothèques, mais vous avez des magasins d'alimentation qui vous fournissent des sandwichs frais, des boissons fraîches toute la nuit. Je ne parle pas des trucs qu'il y a dans les gares, mais pourquoi il n'y aurait pas quelques guichets dans la ville qui permettraient à quelqu'un qui a brusquement envie de lire Madame Bovary à 3 heures du matin, eh bien d'aller chercher Madame Bovary. Alors, ça supposerait évidemment que dans ce dispositif, on ne peut pas mettre tous les livres de la bibliothèque. Forcément, on peut en mettre quelques centaines, on ne peut pas en mettre plus, mais enfin, on peut mettre un certain nombre d'ouvrages classiques, de références, etc. Je pense qu'il faut trouver tout ce qui facilite aussi, là c'est un peu un gadget ce que je propose, j'en ai conscience, mais il faut trouver un peu tout ce qui facilite la relation du public avec l'accès aux livres. C'est tout à fait fondamental. Et puis alors, je pense aussi, là c'est un peu un regret que j'exprime, peut-être une petite critique que je vous fais aussi, pas à vous personnellement, Pierre Guinard, mais à la Bibliothèque municipale de Lyon, vous ne valorisez pas suffisamment par des expositions votre fonds ancien. Alors en ce moment, vous avez une très belle exposition sur la guerre 14, que je vais m'empresser d'aller voir, je ne l'ai pas encore vue. Mais par exemple, vous avez des fonds de gravure, de lithographie, d'estampes, tout à fait remarquables. Hein. Et il faudrait davantage, je pense, alors il y a un problème de lieu, hein, c'est sûr, il faudrait davantage créer des expositions à partir du fonds ancien, puisque c'est actuellement la chose qui m'intéresse le plus, à partir du fonds ancien, montrer tout ce que vous avez. Hein. Je pense que c'est important. Hein. Une bibliothèque à la fois très active avec toute
dans sa relation avec la modernité d'aujourd'hui, puis en même temps une bibliothèque qui cherche en permanence à faire partager les trésors qu'elle possède. C'est ça l'avenir pour une grande bibliothèque comme Lyon. C'est une belle conclusion. Je ne sais pas et je vous en remercie, Patrick Béguin.